Le 10 octobre 2025, un seul chiffre frappe. 0 litre d'eau étrangère traverse désormais le fleuve Sahel, après l'ordre présidentiel de fermeture totale. En 24 heures, le Burkina Faso coupe une dépendance de 50 ans, accepte la soif et se prépare aux sanctions, aux crédits gelés, aux consultants retirés, aux files d'attente, aux doutes. Pourquoi Ibrahim Traoré provoque-t-il ce choc, sinon pour transformer une pénurie en preuve de souveraineté, douloureuse mais mesurable devant tous ? Si le pari tient, chaque pompe deviendra un drapeau. Si le pari casse, l'isolement remplacera l'indépendance. Ce qui suit ne cherche ni l'héroïsation facile, ni la condamnation réflexe. L'objectif est plus précis. Comprendre ce que la décision de fermer le fleuve Sahel change concrètement pour un État enclavé, pour son économie réelle et pour la vie quotidienne de ses habitants, au-delà du symbole. En moins de 12 minutes, le spectateur saura identifier ce qui est réellement gagné, ce qui est clairement perdu et ce qui reste réversible dans le choix opéré par Ibrahim Traoré. Derrière les slogans de souveraineté et les accusations de folie nationaliste se cachent des mécanismes observables, contrats hérités, chaînes techniques, flux financiers, capacités locales longtemps sous-utilisées. La fermeture du fleuve agit comme un révélateur brutal, exposant à la fois la fragilité d'un modèle dépendant et la possibilité d'un autre équilibre, plus coûteux, mais plus autonome. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Si ce pari échoue, il deviendra un contre-exemple dissuasif pour toute la région. S'il tient, même partiellement, il redéfinira la frontière entre coopération et dépendance. La question centrale n'est donc pas morale, mais stratégique. Combien coûte l'autonomie et qui en paie réellement le prix dans les premiers mois ? La rupture du fleuve Sahel ne naît pas d'un accès d'improvisation, mais d'un document oublié, un contrat colonial signé en 1947, redécouvert dans les archives nationales, confié pour 89 ans la gestion hydraulique du Burkina Faso à une société européenne jusqu'aux données de pluie et aux droits de pompage. Ce texte, rédigé en langue étrangère, liait l'eau, l'électricité et l'irrigation à des intérêts extérieurs, transformant une ressource vitale en infrastructure sous tutelle juridique. Lorsque Ibrahim Traoré en prend connaissance, la décision change de nature. Il ne s'agit plus d'optimiser un système, mais d'en sortir. Pendant des décennies, cette dépendance est restée invisible parce qu'elle fonctionnait. Les barrages tournaient, les pompes distribuaient, les chiffres restaient stables. En échange, le pays recevait expertise, crédit et prévisibilité. Mais cette stabilité avait un prix caché. Aucune maîtrise complète des volumes, aucune autonomie sur les données, aucune capacité de décision sans validation externe. La fermeture du fleuve Sahel marque donc une ligne de partage. D'un côté, un modèle hérité, techniquement efficace, mais politiquement contraignant. De l'autre, une incertitude assumée, où chaque litre devient un choix national. Pour Ibrahim Traoré, maintenir l'ancien système revenait à accepter que même la pluie ne lui appartienne pas. Ce basculement éclaire les réactions immédiates. Les chancelleries occidentales parlent de provocation. Les marchés gèlent les investissements. À Ouagadougou, les foules applaudissent. Là où les experts lisent une crise, une partie de la population perçoit une reconquête. Le fleuve cesse d'être une donnée naturelle pour devenir un symbole politique total. À partir de ce moment, chaque conséquence, pénurie, sanction, adaptation, doit être lue à travers ce prisme. La question n'est plus seulement comment gérer l'eau, mais qui décide de son usage, de son prix et de son avenir dans un État souverain. Au lendemain de la fermeture du fleuve Sahel, la décision quitte les discours pour entrer dans les ateliers, les stations et les villages. Autour d'une cellule technique improvisée, ingénieurs, hydrologues et militaires travaillent sans interruption dans une salle du ministère des Ressources. Parmi eux, le capitaine Kaboré, jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, incarne cette transition silencieuse entre dépendance subie et compétences locales redécouvertes. En moins de 2 semaines, son équipe remet en service 10 stations de pompage locales, abandonnées depuis plus d'une décennie. Ces installations, jugées secondaires tant que le système centralisé fonctionnait, redeviennent vitales. Dans les villages riverains, les habitants découvrent qu'ils peuvent exploiter et maintenir les équipements sans supervision étrangère. L'autonomie, jusque-là abstraite, devient une expérience quotidienne.
Mais les premiers effets ne sont pas que positifs. Les coupures d'électricité se multiplient, la pression baisse dans les canalisations et les files d'attente apparaissent au point d'eau. Les hôpitaux rationnent, les écoles ferment plus tôt. Chaque difficulté rappelle que le pari comporte un coût immédiat, visible, parfois pénible. Pourtant quelque chose bascule dans les perceptions. Là où l'eau était un service garanti par d'autres, elle devient un effort collectif. Les villages s'organisent, improvisent des tours de distribution, réparent à la main ce qui semblait hors de portée. Le fleuve, autrefois symbole lointain de dépendance technique, se transforme en terrain d'apprentissage national. Dans cette phase précoce, l'impact essentiel n'est pas encore économique mais mental. Le pays commence à tester une idée simple et risquée. Si la maîtrise fait défaut, elle peut aussi s'apprendre. Tout commence à l'aube lorsque le décret est appliqué sans délai. Les vannes du fleuve Sahel sont fermées, les alarmes des stations automatiques s'activent et l'eau cesse de circuler vers les conduites sous contrôle extérieur. Les ingénieurs exécutent l'ordre. Les pompes s'arrêtent net et en quelques heures, la nouvelle se propage bien au-delà des frontières nationales. Ce qui, sur le papier, ressemblait à une mesure administrative, devient un événement géopolitique immédiat. Dans les capitales étrangères, les réseaux diplomatiques s'agitent, les ambassades demandent des explications, les chaînes internationales parlent de sabotage, les marchés réagissent par une panique préventive. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré choisit le silence public. Il lit les rapports, consulte ses équipes et observe les premiers indicateurs. Autour de lui, les conseillers évaluent les scénarios possibles, conscients que chaque heure rend le retour en arrière plus coûteux. La montée de la crise est rapide. Le Fonds monétaire international gèle 400 millions de dollars de prêts. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération. Les États-Unis publient un communiqué sévère. Sur le terrain, les effets sont immédiats. À Bobo-Dioulasso, la pression chute dans les canalisations, les agriculteurs ferment les vannes d'irrigation, les transporteurs réduisent leur trajet, les files s'allongent devant les stations-service et le carburant augmente de 15% en 2 jours. Pourtant, la réaction intérieure ne suit pas le scénario attendu. Dans les rues de Ouagadougou, la tension se mêle à une ferveur inattendue. Des citoyens brandissent des drapeaux, des pancartes affichent un nom, des radios locales relaient des témoignages de fierté. La joie ne masque pas les difficultés, mais elle modifie leur interprétation. Là où certains voient une pénurie, d'autres lisent un acte de dignité retrouvée. Au 3e jour, Ibrahim Traoré réunit son cabinet en session de crise. Chaque ministre expose ses pertes, ses besoins et ses options. Les chiffres sont lourds, mais aucun ne plaide pour une réouverture immédiate. Un plan d'urgence est voté. Prioriser les zones rurales, restaurer les pompes locales, former des équipes mixtes civiles et militaires, l'objectif n'est plus d'éviter le choc, mais d'en amortir les effets sans renoncer aux principes fondateurs. À l'extérieur, la pression s'intensifie. Des sociétés évoquant des poursuites internationales, des diplomates proposent une médiation rapide. Traoré refuse. Pour lui, négocier sous contrainte reviendrait à annuler le sens même de la décision. Les jours passent, le rationnement devient routine et la peur du chaos recule lentement. Des comités villageois prennent en charge la distribution, des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations et la rupture commence à se transformer en apprentissage collectif. À ce stade, la fermeture du fleuve n'est plus un geste isolé, elle devient une séquence, avec ses coûts, ses résistances et ses adaptations. Le pays entre dans une phase où chaque décision quotidienne prolonge ou fragilise le choix initial, sans filet extérieur. Les premiers rapports quantifiés tombent dès la 2e semaine suivant la fermeture du fleuve Sahel. Le constat initial est net, la production nationale d'électricité baisse de 18%, conséquence directe de la réduction du débit vers les barrages hydroélectriques. Ce chiffre, isolé, paraît abstrait, mais il se traduit immédiatement par des coupures tournantes, une pression accrue sur les générateurs thermiques et une hausse des coûts pour les services publics essentiels. Dans l'agriculture, l'impact est encore plus visible. Les cultures irriguées représentent environ 30% de l'activité économique agricole du pays. Après la rupture hydraulique, leur production recule de 15 à 20% selon les provinces. Derrière ces pourcentages, il y a des semis retardés, des récoltes partielles et des marchés hebdomadaires clairsemés. Pour de nombreux exploitants, la difficulté n'est pas seulement la baisse de rendement, mais l'incertitude sur la saison suivante.
Un troisième indicateur éclaire un autre versant de la décision. Alors que plusieurs multinationales suspendent leurs projets et retirent de leurs équipes, l'État burkinabé crée 2000 postes dédiés à la gestion locale de l'eau. Ces emplois ne compensent pas les pertes financières globales, mais ils déplacent la valeur ajoutée. Des techniciens, formés en urgence, remplacent progressivement les ingénieurs étrangers et en quelques mois, la capacité nationale de gestion hydraulique est estimée comme ayant doublé. Sur le plan financier, le choc est sévère mais circonscrit. Le gel du prêt du FMI, évalué à 400 millions de dollars, prive le pays de liquidités immédiates et complique les importations stratégiques. En réponse, le gouvernement réoriente ses priorités, mobilisation de fonds régionaux, soutien du Mali et du Niger, mutualisation d'équipements et de savoir-faire. Cette transition ne crée pas de richesse nouvelle à court terme, mais elle réduit la dépendance à une seule source de financement. Les économistes parlent alors d'un effet miroir. Ce que le Burkina Faso perd en flux financiers, il le gagne partiellement en cohésion interne. Les universités locales enregistrent une hausse des inscriptions dans les filières de génie hydraulique et de géographie. Les jeunes ne perçoivent l'eau non plus comme un service garanti, mais comme un levier de pouvoir collectif à maîtriser. Lors d'une allocution radiodiffusée, Ibrahim Traoré présente ces chiffres sans triomphalisme. Il affirme avoir choisi la difficulté pour éviter la dépendance éternelle. Dans cette phrase se résume la logique du basculement. Chaque perte devient un coût d'apprentissage, chaque indicateur négatif, un repère pour ajuster la trajectoire. Les données ne valident ni un succès immédiat, ni un échec évident. Elles dessinent une zone intermédiaire, instable, où la souveraineté s'évalue non par le confort, mais par la capacité à absorber le choc et à corriger ses propres failles. Depuis la fermeture du fleuve Sahel, deux interprétations structurées s'affrontent, chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première, défendue par une partie des économistes africains et des soutiens du gouvernement, considère la décision comme un tournant historique. Selon eux, la dépendance hydraulique, même stabilisatrice, restait une forme de contrôle prolongé. Dans cette lecture, accepter des sanctions et une contraction temporaire revient à payer le prix d'une émancipation réelle. Chaque réaction extérieure négative confirmerait, paradoxalement, la nécessité de la rupture. A l'inverse, une seconde analyse, portée par des diplomates et des experts régionaux, alerte sur les risques structurels. Fermer brutalement le fleuve, explique-t-il, fragilise un pays enclavé déjà exposé à des chocs sécuritaires et climatiques. La rupture des chaînes d'approvisionnement, la fuite des capitaux et la baisse de production pourraient installer une spirale de vulnérabilité durable. Sans infrastructures robustes et sans marge financière suffisante, l'autonomie risquerait de se transformer en isolement, voire en autarcie subie. Ces deux récits semblent inconciliables, mais ils partagent un point commun. Ils reconnaissent que le geste n'est pas symbolique, mais systémique. La divergence porte sur le rythme acceptable du coup. Les partisans de la rupture valorisent le long terme et la reconstruction progressive des capacités locales. Les critiques, eux, insistent sur les pertes immédiates et sur le danger d'une fatigue sociale avant que les bénéfices ne se matérialisent. Ibrahim Traoré ne se situe pas explicitement dans l'un ou l'autre camp. Dans ses réunions internes, il intègre ses critiques comme des contraintes à gérer, plutôt que comme des objections à écarter. Ses conseillers financiers suivent les indicateurs macroéconomiques jour après jour, observant une lente stabilisation après le choc initial, sans nier les tensions persistantes. Même le FMI évoque l'hypothèse d'une compensation partielle de la contraction du PIB par la montée en valeur des secteurs locaux à moyen terme. La réalité se dessine alors dans une zone grise. La décision n'est ni un triomphe immédiat, ni une erreur manifeste. C'est un pari à long terme où la souveraineté se teste sous contrainte et où le succès dépend moins de l'acte initial que de la capacité à ajuster, corriger et durer. La question centrale n'est plus de savoir qui a raison, mais combien de temps une société peut soutenir l'effort avant d'en voir les fruits tangibles. Au milieu de la crise, une phrase prononcée par Ibrahim Traoré change la lecture des événements. Jusqu'alors, la fermeture du fleuve Sahel était perçue comme une réaction radicale à un héritage contraignant. Elle apparaît désormais comme la première étape d'un plan plus large, pensé en amont,
structuré autour d'une refonte complète de la gestion des ressources hydriques. Le fleuve n'est plus l'objet central, mais le point d'entrée d'un modèle. Dans les semaines qui suivent, des images filtrent des réunions nocturnes à Ouagadougou. Autour de cartes hydrologiques, officiers, ingénieurs et techniciens redessinent la géographie fonctionnelle du pays. Les barrages secondaires, longtemps négligés, sont intégrés à une stratégie nationale. Les données, autrefois externalisées, deviennent un outil de décision interne. Cette bascule révèle que la pénurie n'était pas seulement anticipée, mais intégrée comme un coût transitoire. Le changement de focale est décisif. Là où les chancelleries parlent encore de crise hydraulique, le pouvoir burkinabé évoque un réveil de souveraineté. Des slogans apparaissent dans les rues affirmant que le fleuve appartient désormais à l'avenir national. Mais cette nouvelle phase ne dissipe pas les peurs. Les sanctions persistent, les devises restent rares et les récoltes demeurent fragiles. La révélation centrale est ailleurs. La décision n'a de sens que si elle s'inscrit dans la durée. À partir de ce point médian, la question n'est plus « fallait-il fermer le fleuve ?» mais comment transformer une contrainte imposée en architecture durable de contrôle et de coopération régionale. Les effets de la fermeture du fleuve Sahel se lisent désormais sur 4 plans distincts, chacun révélant une facette différente du pari engagé par Ibrahim Traoré. Pour l'État d'abord, la rupture agit comme un accélérateur institutionnel. Privée d'assistance technique étrangère, l'administration burkinabé doit réinventer ses méthodes. Le ministère des Ressources crée des cellules provinciales chargées de surveiller les barrages, de collecter les données et d'établir un cadastre hydrique national. Des rapports internes font état d'une hausse d'environ 40% de la réactivité administrative, signe que la contrainte pousse à une centralisation plus efficace des compétences locales. Du côté des entreprises, l'impact est plus contrasté. Plusieurs sociétés étrangères se retirent, gelant investissements et projets. Mais ce vide crée aussi un espace d'expérimentation nationale. Des coopératives agricoles réinvestissent les zones riveraines, adoptant des pompes solaires financées par des capitaux burkinabés. Après 6 mois, certaines filières atteignent près de 80% du niveau de production d'avant-crise, sans retrouver encore leur rentabilité initiale. Pour le secteur privé local, la transition est coûteuse, mais elle réduit la dépendance à des acteurs extérieurs dominants. Pour la population, la transformation est plus lente et plus intime. Le quotidien reste exigeant. Les coupures d'eau rythment encore les journées et l'accès à l'électricité demeure irrégulier. Pourtant, la perception change. L'eau n'est plus considérée comme un service dû, mais comme une ressource à gérer collectivement. Dans plusieurs villages, des comités de distribution mettent en place des quotas équitables. Les femmes, souvent responsables de l'approvisionnement domestique, gagnent un rôle politique nouveau dans ces structures locales. Des sondages internes évoquent une hausse de 22% du sentiment de fierté nationale, malgré la persistance des difficultés matérielles. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des discussions émergent autour d'une coopération hydraulique renforcée. L'idée d'une alliance régionale du Sahel, fondée sur le partage des données et des infrastructures, prend forme. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'un possible effet domino, redoutant une remise en cause plus large des contrats de concession. Les analystes parlent d'un rééquilibrage lent mais durable de l'influence dans la région. Ces 4 niveaux dessinent une réalité complexe. Les pertes économiques sont réelles, parfois sévères, mais les gains symboliques et organisationnels le sont aussi. Ce qui semblait au départ un acte isolé devient une stratégie de réappropriation progressive. En refermant le fleuve, Ibrahim Traoré n'a pas seulement modifié un flux d'eau, il a déplacé le centre de gravité des décisions, du confort immédiat vers une souveraineté expérimentée au quotidien avec ses coûts et ses apprentissages. À partir de ce point, l'avenir du Burkina Faso, après la fermeture du fleuve Sahel, peut se décliner en 3 trajectoires plausibles sans prétendre à la prédiction. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation prudente. Dans les 6 à 12 prochains mois, les coopératives agricoles consolident la gestion locale, les infrastructures les plus critiques sont réparées progressivement et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent un minimum de flux hydriques partagés. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'atténue grâce à la solidarité régionale.
La croissance reste faible, autour de 1 à 5%, mais la confiance institutionnelle s'améliore lentement. Ibrahim Traoré consolide alors un modèle de souveraineté austère, coûteux mais tenable. Le second scénario, plus optimiste, suppose une accélération des effets d'apprentissage. Les efforts de réorganisation portent leurs fruits plus rapidement que prévu. De nouveaux barrages solaires entrent en service, permettant une indépendance énergétique partielle dès le 9e mois. Les échanges régionaux augmentent, soutenus par un accord trilatéral de coopération hydraulique. Des investisseurs africains, séduits par la résilience burkinabé, financent des projets locaux dans l'irrigation et l'énergie. Le PIB rebondit de 3 à 4%, signalant que la rupture initiale a créé une base pour une croissance endogène. Dans cette hypothèse, le pays devient un exemple continental, montrant qu'une autonomie hydrique peut se transformer en levier économique. Le troisième scénario, plus sombre, repose sur un durcissement des contraintes extérieures et internes, les sanctions s'intensifient, les récoltes échouent et l'inflation s'installe durablement. Le pouvoir d'achat recule, les tensions sociales augmentent et les réserves monétaires s'épuisent. La dépendance régionale remplace alors la dépendance occidentale, sans offrir de marge suffisante. Dans ce cas, la fermeture du fleuve serait relue non comme un acte fondateur, mais comme une rupture prématurée, mal amortie. Entre ces trois horizons, la clé n'est pas idéologique, mais opérationnelle. Si les capacités locales continuent de se renforcer, alors la contrainte peut devenir structure. Si elle stagne, le coût social risque d'éroder l'adhésion. La question centrale n'est donc pas de savoir si la décision était juste, mais si les ajustements suivront assez vite pour transformer un acte politique en modèle économique viable. À ce stade, la crise du fleuve Sahel ne se résume plus à des chiffres macroéconomiques ou à des débats diplomatiques. Elle se lie dans les trajectoires individuelles différentes selon les groupes sociaux. Pour les agriculteurs d'abord, l'impact est immédiat et tangible. Exposés en première ligne, ils doivent réinventer leurs méthodes, apprendre à stocker chaque goutte, modifier les cycles de culture. Dans les plaines du Nord, certains anciens, longtemps sceptiques, reconnaissent que la décision d'Ibrahim Traoré a réveillé une fierté qu'ils croyaient perdue, même si l'effort quotidien reste lourd. La jeunesse urbaine vit la situation autrement. À Ouagadougou, les étudiants et jeunes diplômés transforment la contrainte en défi intellectuel. Des collectifs d'innovation émergent dans les universités pour concevoir des systèmes de récupération d'eau, de filtration ou d'irrigation à bas coût. Pour eux, la fermeture du fleuve n'est pas seulement un frein matériel, mais un laboratoire grandeur nature. Ibrahim Traoré devient alors moins un gestionnaire qu'un symbole de rupture créative, capable de perturber un ordre jugé figé. Pour les ménages urbains modestes, en revanche, l'épreuve est plus rude. Les coupures d'eau et d'électricité compliquent la vie quotidienne, allongent les tâches domestiques et accentuent les inégalités. La patience est sollicitée en permanence et l'adhésion au projet dépend de la perception d'une amélioration future crédible. La souveraineté ici se mesure moins en slogan qu'en heures d'attente et en ajustements familiaux. Enfin, la diaspora africaine observe à distance. Depuis Dakar, Bamako ou Paris, elle réagit avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Certains envoient des fonds, d'autres organisent dans des sites campagnes d'information ou de soutien technique. Tous partagent une même interrogation. Comment transformer la peur et la colère en énergie constructive, sans idéaliser la difficulté? Ces regards croisés rappellent une évidence souvent négligée. Une décision stratégique ne tient que si elle trouve un sens concret pour ceux qui la vivent. La question posée aux spectateurs devient alors personnelle. Jusqu'où une société peut-elle accepter l'effort présent si elle croit réellement aux bénéfices futurs? À ce stade, la décision ne peut survivre sans méthode. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus de défendre le geste initial, mais de l'ancrer dans une architecture opérationnelle capable de produire des résultats mesurables. La première étape consiste à reconstruire la compétence locale. Sous l'impulsion présidentielle, une Académie nationale de l'eau est créée. En 6 mois, elle forme ingénieurs,
techniciens et gestionnaires appelés à remplacer les anciens experts étrangers. Chaque diplômé est affecté à un bassin précis, avec un objectif clair, atteindre l'autonomie fonctionnelle d'ici 2026. La deuxième étape porte sur les infrastructures bâtiment vital. Les stations de pompage, les barrages secondaires et les canaux d'irrigation sont classés par priorité. Les chantiers s'organisent en cycle court, financés par un fonds interne alimenté par la taxation minière. Chaque phase est suivie par des comités citoyens chargés de contrôler l'avancement et la transparence. L'indicateur principal n'est pas la vitesse, mais la fiabilité retrouvée des installations critiques. Troisièmement, la diversification devient centrale. Le plan gouvernemental prévoit d'atteindre 40% d'alimentation solaire pour les infrastructures hydriques en un an. Des stations de désalinisation expérimentales sont testées dans le nord du pays. L'objectif affiché est de réduire de moitié la dépendance directe au fleuve Sahel avant 2027 afin de limiter les chocs futurs. Quatrièmement, la coopération régionale est consolidée. Le Burkina Faso signe un pacte de gestion conjointe avec le Mali et le Niger. Un observatoire commun surveille les flux, partage les données en temps réel et coordonne les réponses en période de tension. La souveraineté n'est plus conçue comme une forteresse, mais comme une capacité à décider à égalité. Enfin, chaque progrès est mesuré. Tous les 3 mois, un rapport public évalue les avancées, les retards et les corrections nécessaires. Comme le répète Ibrahim Traoré, l'indépendance se prouve par la méthode. La réussite ne dépendra pas du courage initial, mais de la discipline collective à tenir ce cap. Au bord du fleuve Sahel, les mêmes ingénieurs qui avaient fermé les vannes se tiennent désormais face à l'eau, revenus sous contrôle national. Le capitaine Caboret est là, silencieux, observant les turbines réparées, les canalisations rafistolées, les villages qui recommencent à respirer. Il ne contemple pas une victoire, mais un recommencement. La décision prise des mois plus tôt a laissé des cicatrices, visibles dans les infrastructures fatiguées comme dans les habitudes bouleversées. Lorsque Ibrahim Traoré vient inspecter les installations, il s'arrête longuement sans discours. Il sait que l'acte de 2025 ne sera pas jugé sur sa radicalité, mais sur ce qu'il aura permis de bâtir après le choc. Autour de lui, les enfants jouent près de l'eau, les femmes remplissent leurs récipients, les ouvriers réajustent des vannes encore instables. La scène est ordinaire, presque banale, et c'est précisément ce qui lui donne sa portée. La crise a imposé des renoncements, parfois douloureux, mais elle a aussi produit une fierté plus calme, moins spectaculaire que les foules des premiers jours. Le fleuve n'est plus un ruban d'eau sous tutelle, il devient un miroir renvoyant l'image d'un pays qui apprend à se servir seul, avec hésitation, mais sans retour en arrière. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. L'histoire du fleuve Sahel ne s'arrête pas à ses rives. Ce qui s'est joué au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dépasse un conflit technique ou une crise passagère. Le geste de fermeture a réveillé une question plus large, partagée par de nombreux pays confrontés à des héritages contraignants. Comment reprendre la maîtrise sans se couper du monde? Comment décider sans retomber dans une dépendance déguisée? Dans chaque État, il existe un fleuve comparable. Une ressource clé, un contrat ancien, un système présenté comme stable mais rarement maîtrisé. L'exemple burkinabé rappelle que la souveraineté n'est ni un slogan, ni un isolement volontaire. Elle implique des coûts, des ajustements, des erreurs parfois, mais aussi une responsabilité collective à long terme. Pour le spectateur, la réflexion ne porte pas seulement sur le Burkina Faso. Elle invite à interroger les choix acceptés par habitude, les dépendances considérées comme normales et les marges réelles de décision. Rompre n'est pas toujours la réponse, mais ne jamais questionner l'équilibre existant peut en être une autre forme de renoncement. La question reste ouverte, sans injonction. Si reprendre le contrôle a un prix, qui doit le payer et jusqu'où une société est-elle prête à aller pour décider par elle-même ?